Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment on implémente un système de typage dynamique? Je te vois, toi, avec ta barre de commentaires, lâche ça tout de suite. J'ai déjà tourné la vidéo, je vais y répondre, laisse-moi juste le temps. Aucun respect de nos jours, c'est terrible, ça, terrible. Ce qu'il faut savoir, c'est que les langages les plus utilisés aujourd'hui implémentent quasiment tous un système de typage dynamique. C'est vrai que c'est pratique dans un sens, on met ce qu'on veut où on veut quand on veut. Même si en vrai, on va rarement initialiser une variable avec un entier pour ensuite y mettre une chaîne de caractères pour enfin y mettre un objet. Parce que c'est le bordel. Mais ça permet quand même de simplifier énormément la vie des développeurs. Le problème évidemment, c'est que c'est pas du tout comme ça que le matériel fonctionne. Dans la mémoire, on alloue un octet ou on en alloue 4 et ça change pas. Du coup, il faut que l'interpréteur ou la VM qui exécute notre langage arrive à garder une trace de la quantité de mémoire allouée à une certaine variable. La solution la plus évidente à ça, c'est de stocker nos données dans une structure, mettons avec une énumération qui contient le type, puis après un pointeur ou une union qui contient nos réelles données. Mais on alloue quand même un champ en plus. Ça veut dire que pour des petites variables, comme un nombre, on va quasiment multiplier par 2 la quantité de mémoire qui est utilisée. À l'échelle d'un programme en entier, mettons une page web en JavaScript, c'est énorme de multiplier la taille mémoire de chaque variable. Donc ça fonctionne, mais on peut faire mieux, en utilisant toutefois quelques astuces qui, en théorie, ne devraient pas fonctionner. Ça repose plus sur du hack, mais étant donné que c'est implémenté par toutes les plateformes, ça marche. La première de ces astuces, c'est ce qu'on appelle les pointeurs tagués. Ça repose sur deux petits trucs, deux petits détails d'implémentation des systèmes d'exploitation actuels. Le premier, c'est l'alignement mémoire. C'est le fait que, pour des raisons d'optimisation, le système d'exploitation va aligner les blocs mémoire en fonction de leur taille. Par exemple, si on alloue un double, ça fait 4 octets, donc le pointeur sera en réalité un multiple de 4. Ça lui permet de mieux gérer la mémoire. Le truc, c'est que quand on fait une allocation dynamique, mettons avec un malloc, le système d'exploitation ne sait pas quel type de données on va mettre dedans. Donc, en sachant pas trop, il va allouer un bloc avec un alignement qui est le plus large possible. Dans la plupart des systèmes d'exploitation aujourd'hui, c'est 16 bits. Donc on va avoir un pointeur qui est toujours un multiple de 16. Ça veut dire que les 3 premiers bits du numéro du pointeur ne sont en réalité pas utilisés, ils seront toujours 0. Donc c'est 3 bits dans lesquels on peut potentiellement stocker des données. Mais 3 bits c'est pas beaucoup, on peut faire mieux. En prenant en compte la virtualisation de mémoire des systèmes. C'est encore un autre détail d'implémentation qui fait que, en réalité, lorsqu'on alloue de la mémoire, encore une fois avec un malloc, le système d'exploitation ne retourne pas une vraie adresse physique. Il va retourner une adresse virtualisée qui est mappée à une vraie adresse physique. Ce que ça permet, c'est que le système gère un petit peu mieux sa mémoire et alloue seulement une partie de la mémoire à chaque programme. Mais du coup, on va rarement se retrouver avec des pointeurs qui dépassent 48 bits. Donc, sachant que sur un système de 64 bits, on a 64 bits de pointeurs, mais seulement 48 bits utilisés, au final, il nous reste quasiment 16 bits de libre à la fin, qu'on peut encore utiliser pour stocker des données arbitraires. Mais est-ce qu'on peut pas faire encore mieux? Mettons, par exemple, qu'on veut stocker des nombres. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un pointeur vers notre nombre? Spoiler, la réponse est non. La réponse est non parce que, très simplement, ici on peut utiliser le nanboxing. Ah oui, le nanboxing. Cette technique se base ici sur la spécification IEEE 754 qui définit comment les nombres à virgule flottante sont stockés en mémoire. Dans cette spécification, il est précisé que si on remplit la partie exposante de notre nombre avec que des 1, dans ce cas-là, notre nombre vaut nan, pour not a number. Mais ça veut dire aussi que dans cette situation, la valeur de la mantis et du bit de signe sont totalement ignorées, puisque c'est pas un nombre, donc on s'en fout. Ça veut dire que dans un double qui vaut nan, on a potentiellement 53 bits dans lesquels on peut stocker, mettons, par exemple, je ne sais pas au hasard, un pointeur. Mais si on veut stocker un nombre, on a simplement à le mettre dans le double, et voilà, c'est un nombre. Ces deux méthodes sont les deux méthodes les plus utilisées aujourd'hui pour implémenter un système de typage dynamique optimisé. Par exemple, V8 dans Google Chrome utilise un système de pointeur tagué, tandis que SpiderMonkey dans Firefox utilise du nanboxing. Donc maintenant, si vous voulez créer votre propre langage interprété, vous savez comment implémenter un typage dynamique. Pourquoi vous voudriez faire ça? J'en ai aucune idée, sincèrement. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce vert si ça vous a servi, ou si vous avez appris un truc, ou si c'est cool. Voilà. Coupé.